Nous allons reprendre pour cette deuxième intervention de la matinée. Donc, nous accueillons Daniel Zwarthout, qui est philosophe, membre de la chaire Hoover d'éthique économique et sociale au sein de l'Université catholique de Louvain, et qui va aborder sous un angle philosophique cette fois-ci la question de la justice intergénérationnelle. Voilà. Merci à vous, Léo Koutelek. Vous m'entendez ? Ça va ? Ok. Donc merci beaucoup pour cette invitation. Effectivement, comme Léo Koutelek l'a souligné, je suis philosophe, donc je vais aborder la question de la justice intergénérationnelle avec peut-être davantage moins d'attention pour la mise en œuvre, même si c'est une question très importante, et un petit peu plus pour, je dirais, la clarté des concepts. Alors, quand on parle de justice intergénérationnelle, on pense souvent, et c'est vrai que c'est extrêmement important, aux questions environnementales, la question de l'épuisement des ressources rares, comme le pétrole, la question de la préservation de la capacité des écosystèmes à répondre aux besoins et aux demandes des êtres humains, des questions telles que la gestion des déchets nucléaires, mais il ne faut pas oublier que la justice intergénérationnelle, ce sont aussi des questions autres que les questions environnementales, comme la question du maintien de l'état-providence sur le long terme. On peut penser au vieillissement de la population, au fait que le rapport entre les actifs et les dépendants va changer, et ce au détriment plutôt des jeunes générations. On peut aussi penser à des questions comme la préservation de ce qu'on peut appeler le patrimoine culturel. Il y a des questions comme est-ce que c'est correct d'investir des ressources pour préserver une langue parlée par peu de personnes? C'est aussi une question de justice intergénérationnelle. Voilà. Donc je parlerai beaucoup des questions environnementales, mais c'est important aussi de garder à l'esprit que la justice intergénérationnelle, ça n'est pas que cela. Alors, la justice intergénérationnelle, c'est une théorie de la justice intergénérationnelle. Il y en a plusieurs, mais elles ont globalement le même objectif. Elle suppose qu'on est dans un monde où les ressources sont limitées, les ressources ne sont pas infinies. On est dans un monde où il y a des conflits d'intérêts. Tout le monde n'est pas complètement bienveillant, altruiste, prêt à se sacrifier. Il y a un altruisme peut-être, mais il est limité. Donc ressources limitées, altruisme peut-être, mais limité. Et on essaye de déterminer quelle serait la répartition la plus juste, à la fois des avantages, des richesses, qui peuvent être de diverses natures. On peut parler de l'argent, tout simplement, les ressources matérielles, les capitaux, mais aussi les ressources environnementales. Ça peut être le capital humain, ça peut être des institutions. Donc toutes ces richesses de nature extrêmement diverses, comment est-ce qu'on les répartit entre les différentes générations? Ça, c'est une question de justice intergénérationnelle, et il y a différentes théories qui apportent différentes réponses à cette question-là. Et il y a une autre question aussi de justice intergénérationnelle, j'en parlerai un petit peu, mais un peu moins, mais c'est aussi la répartition des efforts d'investissement, de création et de préservation de ces richesses. Voilà ce qu'est une théorie de la justice intergénérationnelle, en tout cas pour une philosophe comme moi. Une petite distinction aussi, ce sont l'approche de la justice intergénérationnelle que j'ai choisie pour cette intervention, c'est une approche qui pense la question en termes vraiment distributifs. Comment est-ce qu'on distribue les différentes ressources entre différentes générations? C'est intéressant de la distinguer d'une approche plutôt rectificatrice ou réparatrice. Agnès Michelot a évoqué la distinction entre responsabilité collective et responsabilité réparatrice ou de réparation. C'est un peu le même type de distinction que je fais ici. Donc l'idée n'est pas tant de corriger des injustices qui se sont produites dans le passé. C'est un sujet important, intéressant, mais ce n'est pas le sujet dont je vais parler aujourd'hui. L'idée, c'est simplement, étant donné la rareté des ressources, étant donné l'altruisme limité, comment devrait-on répartir, idéalement, les ressources entre les générations? Ce qui appelle une clarification sur la définition du terme « génération ». Ce terme, en fait, est assez ambigu parce qu'il est souvent utilisé dans le débat public pour désigner deux choses qui sont très différentes et qui appellent des questions éthiques, à mon avis, significativement différentes. D'une part, une génération, ça peut être une cohorte de naissance. Par exemple, toutes les personnes nées en 1955. C'est une génération, la génération des personnes nées en 1955.
toutes les personnes nées en 1990, toutes les personnes qui naîtront en 2050, et ainsi de suite. Ou bien ça peut être un groupe d'âge. Par exemple, toutes les personnes âgées de 25 ans, toutes les personnes âgées de 50 ans. Et on se rend bien compte que les personnes nées en 1955, ou en 1990, ou en 2050, vont au cours de leur vie faire partie de différents groupes d'âge. À un moment donné, elles auront 25 ans, 50 ans, 75 ans, et ainsi de suite. Donc on voit bien qu'une cohorte de naissance et un groupe d'âge, ce n'est pas la même chose. Et ici, je vais parler de la justice entre générations comprise comme cohorte de naissance. Mais il faut aussi savoir que la justice entre groupes d'âge appelle aussi, soulève également des questionnements éthiques. Simplement, il me fallait un peu restreindre le sujet, donc je n'en parlerai pas. Ça appelle aussi à une autre remarque. Assez souvent, quand on parle de générations futures, et en soi c'est intéressant, mais on pense aux jeunes générations, aux jeunes que l'on connaît, aux enfants ou aux enfants qui vont naître prochainement. Mais les générations futures, c'est aussi ceux qui vont naître en 2050, ceux qui vont naître en 2100, ceux qui vont naître en 2200, ceux qui vont naître en 3000, et ainsi de suite. Et si on veut restreindre la question de la justice intergénérationnelle uniquement aux jeunes générations, ma question comme philosophe, c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas aussi se préoccuper des intérêts de ceux qui vont naître en l'an 3000 ? Est-ce qu'on a aussi des obligations vis-à-vis d'eux ou pas ? Ça, c'est aussi une question qu'on peut se poser. Alors, la justice intergénérationnelle fait partie, je dirais, de la grande famille des théories de la justice distributive. Néanmoins, elle est un peu spéciale par rapport aux théories de la justice distributive, aux théories de la juste distribution des richesses entre contemporains. Et sa spécificité tient au fait que les générations futures, à l'exception des jeunes générations, n'existent pas encore. Et le fait qu'elles n'existent pas encore, ça veut dire que nous ne savons pas quelles seront leurs conditions d'existence. Nous avons une certaine maîtrise justement de leurs conditions d'existence futures, et c'est pour ça que cela fait sens de parler de justice intergénérationnelle. Si nous n'avions aucune maîtrise, si nous ne pouvions rien faire, il n'y aurait pas lieu de parler de justice intergénérationnelle, nous ferions autre chose. Mais nous avons une certaine maîtrise, mais nous n'avons pas une maîtrise totale. Il y a quand même une part d'incertitude. Et c'est ce qui rend le traitement des questions de justice intergénérationnelle particulièrement difficile. Une autre chose que nous ignorons, ce sont quelles seront leurs valeurs, leurs préférences, leurs goûts, leurs besoins. Elles auront peut-être des modifications métaboliques importantes. Il y a une série de choses que nous ignorons aussi qui rend aussi le traitement de cette question difficile. Une autre raison pourquoi la justice intergénérationnelle pose des défis particuliers, pour les philosophes, mais pas seulement, c'est aussi que les générations futures, comme elles n'existent pas, elles sont impuissantes. Elles n'ont aucune capacité de faire pression sur nous pour que nous remplissions les obligations à leurs égards. Même les plus vulnérables, les plus démunis, du simple fait de leur existence, à la limite du simple fait qu'ils peuvent susciter notre pitié, ont un moyen de pression sur nous. Les générations futures, elles sont sans visage. On ne sait pas, on ne peut même pas avoir à la rigueur de l'empathie pour elles. La plupart des choses qui nous motivent à agir moralement ou quasi-moralement sont absentes dans le cadre des générations futures. Et il faut inventer des moyens, quelque part, je dirais, de nous motiver moralement à se préoccuper de leur sort. Alors, la question, donc comme je l'ai dit, la question de la justice intergénérationnelle est souvent associée à la question environnementale, et je pense que dans le grand public, elle est connue à travers le concept de développement durable, et notamment, c'est un concept, vous le savez probablement, qui a été, je dirais, instauré par le fameux rapport de la commission Brundtland de 1987, qui était intitulé « Notre avenir à tous », et qui avait consacré la définition du développement durable. Le rapport écrivait « Le développement durable, c'est s'efforcer de répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité de satisfaire ceux des générations futures. » Et alors, cette définition soulève une série de questions. D'abord, l'idée qu'on puisse concilier la capacité de répondre aux besoins du présent et à ceux du futur, ça n'est peut-être pas le cas. Est-ce que finalement ce parfait alignement des astres auquel aspire, je dirais, le rapport Brundtland, est-ce qu'il est possible, ou est-ce qu'au contraire, il y a le conflit entre les intérêts du présent et ceux du futur est beaucoup plus sévère que ce que l'on s'imagine? C'est une question qu'on peut se poser.
D'autre part, ce rapport a été souvent critiqué dans la mesure où il ne remettait pas en cause la croissance économique. Il y a eu un autre rapport, celui du Club de Rome de 1972, qui lui était beaucoup plus sceptique quant à la capacité de concilier croissance économique et je dirais, les obligations envers les générations futures. Et enfin, une dernière chose qui interpelle au niveau du rapport Brundtland, c'est l'emploi du concept de besoin. Qu'est-ce qu'on entend par besoin exactement? Et ça, c'est aussi une question que j'aimerais aborder. Alors, je vais d'abord présenter, je dirais, 3 conceptions de la justice intergénérationnelle, mais il y en a beaucoup d'autres. Je pourrais revenir là-dessus lors de mon intervention. Si j'ai le temps, je ferai peut-être une petite digression sur la soutenabilité faible versus la soutenabilité forte. Et enfin, je dirais 2 ou 3 choses sur le conflit entre justice entre contemporains et justice intergénérationnelle. Alors, lorsque nous réfléchissons à la justice intergénérationnelle, nous réfléchissons aux intérêts des générations futures, aux obligations des générations présentes vis-à-vis des générations futures. Et cela pose au moins 2 questions. La première question, c'est combien, entre guillemets, j'ai envie de dire, on doit laisser aux générations futures. Est-ce qu'on doit leur laisser le plus possible, grande générosité? Est-ce qu'on doit leur laisser assez, ce qui semble aller un peu dans le sens du rapport Brundtland, qui parle de besoin? L'idée de besoin, c'est l'idée de laisser assez. Ou est-ce qu'on doit leur laisser l'équivalent de ce que nous avons, une sorte d'égalitarisme, je dirais, entre les différentes générations? Donc ça, c'est une première question qu'on peut se poser. Je pourrais revenir sur cette question dans la discussion. Ici, je vais m'intéresser à une question un petit peu différente, mais il y a de nombreux regroupements. C'est comment on évalue ce qu'on laisse aux générations futures. Autrement dit, je vous ai dit, il y a beaucoup de types de biens que l'on peut laisser aux générations futures. Il y a les ressources environnementales, il y a la capacité de maintenir un État-providence, il y a des apports de la culture, il y a les institutions. Qu'est-ce qui fait, au fond, que ces choses ont de la valeur et qu'on devrait les transmettre aux générations futures? Et je vais présenter 3 conceptions qui apportent 3 réponses différentes à cette question-là et essayer en tout cas d'en mesurer la pertinence. La première conception, c'est une conception que je vais appeler welfariste. Je vais rapidement définir ce que c'est. La deuxième, elle est issue de l'approche des capabilités qui a été développée par Amartya Sen et Martha Nussbaum. Je vais y revenir. Et la dernière conception, c'est une conception qui est, on va dire, caractérisée comme étant libérale égalitaire et qui a été développée par John Rawls. Alors, la conception welfariste, donc welfarisme, ça vient du terme anglais welfare, qui veut dire bien-être. C'est une conception qui stipule que ce qui est de toute première importance, c'est de garantir le bien-être des personnes. Jusqu'ici, ça a l'air tout à fait... on se dit, ah tiens, bon, ça m'a l'air plutôt bien. Alors le bien-être, c'est quel bien-être? Pour les welfaristes, c'est le bien-être subjectif, c'est-à-dire le bien-être éprouvé, expérimenté par l'individu. Et non pas ce que je pense que le bien-être de quelqu'un d'autre est. C'est ce que la personne elle-même pense de son bien-être. Ça part de l'idée, au fond, c'est moi qui sais le mieux, je dirais, là où la chaussure me fait mal, c'est moi qui sais le mieux ce qui est bon pour moi. Jusqu'ici, tout semble aller très bien. Alors, parmi les conceptions welfaristes, donc c'est une famille, je dirais, de théories existantes ou possibles, et l'une des espèces du genre welfarisme, qui est la plus connue, c'est l'utilitarisme. Alors le terme utilitarisme, en général, a un peu mauvaise presse, il me semble. On a tout de suite l'impression que c'est des gens qui pensent qu'aux moyens, à l'efficacité, etc. Mais c'est quand même une conception éthique et cela vaut la peine de s'y intéresser. Donc l'utilitarisme, qu'est-ce que c'est? C'est une théorie qui va dire, ce qu'on va regarder, c'est on va mesurer le bien-être de chacun des individus dans une société. On va additionner, j'ai envie de dire, tous ces niveaux de bien-être et on va regarder combien ça fait au total. Et ensuite, on va comparer avec d'autres sociétés possibles et on va choisir la société possible, je dirais, dans laquelle le bien-être collectif, donc le bien-être, la somme de ces bien-être, le bien-être agrégé, sera le plus élevé possible. Ce qui implique que c'est parfois correct pour les utilitaristes
de sacrifier une minorité qui serait un peu mécontente d'une certaine situation pour avoir le plus grand bien-être possible. Alors pourquoi je vous parle de l'utilitarisme et du welfarisme? Pourquoi c'est une théorie importante? Eh bien, je crois que c'est une théorie qui en fait guide pas mal de décisions qui sont prises aujourd'hui parce que c'est la conception éthique qui est, je dirais, au soubassement des modèles économiques orthodoxes. Donc, à mon sens, c'est important de comprendre la logique de cette conception-là pour comprendre aussi certaines décisions. Alors, donc, si on prend le welfarisme, l'utilitarisme étant une espèce du welfarisme, eh bien, comment est-ce que le welfarisme va mesurer les différents types de biens que l'on peut laisser aux générations futures? La réponse est simple, on va regarder quel est l'effet sur le bien-être des personnes futures, puisque le welfarisme, c'est le bien-être subjectif, le bien-être éprouvé, le bien-être ressenti, les préférences. Donc, la valeur de ce que nous laisserons aux générations futures serait déterminée par le bien-être subjectif, les préférences des personnes futures. Mais là, on a un petit problème. Nous ne savons pas quelles seront ces préférences. Nous ne savons pas ce qu'elles vont aimer ou ce qu'elles ne vont pas aimer. Est-ce que, par exemple, elles auront autant d'émerveillement que nous à contempler les pyramides d'Égypte? Peut-être les pyramides d'Égypte ne leur feront absolument rien et nous nous acharnons à les préserver finalement pour pas grand-chose. Est-ce qu'elles auront autant de plaisir que nous à déguster du chocolat? Peut-être pas, peut-être que le chocolat ne leur plaira pas, on n'a pas besoin de s'acharner à préserver le cacao. Alors nous ne savons pas trop, mais il y a quand même une chose que nous savons. Il suffit nous-mêmes de nous observer, c'est que nos préférences s'adaptent à ce qui est disponible. Si par exemple on se préoccupe assez souvent de la disparition des espèces, est-ce qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui vivent très mal le fait de vivre dans un monde sans dodo? Pas vraiment, on n'a jamais connu le dodo, on ne sait pas ce que c'est, ça n'a pas... Donc, si on se pose la question de la préservation des espèces pour les générations futures, même s'il y a des espèces qui disparaissent, a priori, le seul plaisir de coexister avec l'espèce n'aura pas beaucoup d'impact sur leur bien-être. Elles vont s'adapter à ce qu'on va leur laisser. Est-ce que c'est un problème? Alors, il y a un philosophe anglais, Brian Barry, qui pensait que c'était un problème et il écrivait « Peut-être que les gens dans le futur, donc c'est un peu de la science-fiction, mais ça nous permet de réfléchir, peut-être que les gens dans le futur pourraient apprendre à trouver de la satisfaction dans des paysages totalement artificiels, en marchant sur du gazon synthétique, parmi des arbres en plastique, tandis que les oiseaux électroniques chanteraient au-dessus de leur tête. Mais nous ne pouvons nous empêcher de penser que quelque chose d'horrible serait arrivé aux êtres humains si la vraie herbe, les vrais arbres et les vrais oiseaux ne leur manquaient pas. » Donc, ce que Brian Barry nous dit, c'est le welfarisme, lui, il ne voit rien d'horrible dans un monde où je suis aussi contente avec des arbres en plastique qu'avec des vrais arbres. Mais Brian Barry dit, moi, j'ai l'intuition qu'il y a un problème avec cette histoire-là. Il y a quelque chose d'horrible qui s'est arrivé, même si les générations futures ne s'en rendent pas compte. Et donc, quelque chose, je dirais, d'encore plus perturbant au niveau de nos intuitions morales, c'est qu'en fait, si on y réfléchit, les préférences, non seulement elles s'adaptent à leur environnement, mais on peut aussi les modeler par l'éducation. Ça voudrait dire qu'on pourrait très bien dire, eh bien nous allons laisser moins aux générations futures, nous allons leur laisser un climat plus difficile à vivre, nous allons peut-être leur laisser un état-providence en train qui craquelle, j'ai envie de dire. On va peut-être leur laisser, on ne va peut-être plus prendre soin du patrimoine culturel, mais on va simplement leur apprendre à être content avec ça. On va leur apprendre à vivre, à se contenter de peu. Et si vous êtes welfariste, il n'y a aucune injustice là-dedans. Parce que le bien-être des personnes futures qui se sont adaptées à un environnement, je dirais, dégradé, ou qui ont été éduquées à apprendre à apprécier cet environnement dégradé, n'est pas diminué. Il y a vraiment, c'est ça qui est perturbant avec le welfarisme, c'est cette malléabilité, je dirais, des préférences, sa capacité d'adaptation, qui est très bien sur une série d'autres plans, mais qui rend, je dirais, ses implications pour la justice intergénérationnelle assez étranges.
Et alors vous pourriez me dire, ok, peut-être que les générations futures s'adapteront à des choses comme les arbres, des arbres en plastique ou la disparition des pyramides d'Égypte, etc. Mais elles vont quand même pas s'adapter, je dirais, à l'épuisement des ressources en eau. Ça, c'est quand même pas quelque chose. Mais en fait, si on regarde les études sur la pauvreté, on se rend compte, c'est la question des préférences adaptatives qui est très présente dans les réflexions philosophiques et économiques sur la pauvreté, que des personnes qui parfois souffrent de privations extrêmement graves ou qui sont opprimées de différentes manières peuvent exprimer un bien-être aussi élevé que des personnes qui vivent dans des conditions de vie plutôt avantageuses. Il y a donc vraiment cette malléabilité des préférences, cette capacité finalement à être heureux, en tout cas subjectivement parlant, même dans des conditions peu satisfaisantes, qui fait qu'on ce welfarisme ne peut pas rendre compte de ce qui aurait de problématique à dégrader l'environnement. Il semble donc que même si le bien-être des générations futures, c'est une belle idée, il faut peut-être chercher une autre conception du bien-être. C'est-à-dire une conception qui ne soit pas subjective, mais qui soit plutôt objective. Une conception du bien-être objective, c'est une conception qui définit le bien-être indépendamment de ce que la personne pense ou ressent. Et une conception du bien-être objectif qui est assez présente dans les théories de la justice en général et la littérature philosophique sur la pauvreté, c'est l'approche des capacités. Alors, l'approche des capacités a été défendue en premier par un économiste, Amartya Sen, et une philosophe, Martha Nussbaum, mais elle est aujourd'hui reprise, il y a une littérature assez abondante sur le sujet. Et ce que l'approche des capacités dit, c'est que ce qui est important, ce sont les capacités. Les capacités, c'est une liberté réelle, une liberté de faire certaines choses ou d'être dans certains états jugés bons. L'approche des capacités parlera dans son jargon, de fonctionnement. Donc, autrement dit, pour l'approche des capacités, ce qui est bon, c'est d'avoir des activités ou d'être dans des états qui sont objectivement bons, ce sont les fonctionnements. Par exemple, des états comme être bien nourri, être en bonne santé, ou des activités comme participer à la vie politique, participer à la vie économique, etc. Et l'approche des capacités va dire qu'il faudrait que les institutions et les pratiques sociales protègent la capacité des personnes d'avoir ce type d'activité ou d'être dans ce type d'état. Alors, il y a des tas d'états et d'activités possibles. Il y en a qui semblent intuitivement peut-être pas si valables que ça, comme l'activité fumer des cigarettes. Il y en a qui semblent plus importants, comme avoir accès à l'eau potable, que par exemple, je dirais, pouvoir faire des city trips tous les mois. Donc, on a l'impression qu'il faut peut-être une liste de ces états et de ces activités, donc de ces capacités, pour avoir une conception, je dirais, opérationnelle, du bien-être objectif qui puisse être opérationnel. Et c'est ce qu'a fait la philosophe Martha Nussbaum. Elle a proposé une liste de 10 capacités fondamentales qui, selon elle, devraient être garanties par chaque constitution, dans chaque pays. Alors ces capacités, je ne vais pas les développer en détail, mais je vous donne simplement leur nom pour vous faire une idée. Il y a la vie, une espérance de vie d'une longueur jugée normale. Alors elle ne dit pas quelle longueur exactement, mais ce sera intéressant de creuser. La santé et l'intégrité du corps, l'exercice des facultés comme l'imagination, les sens, la pensée, ce qui suppose par exemple d'apporter des ressources éducatives, les émotions, la capacité d'avoir des émotions, la raison pratique, la capacité de délibérer, de prendre des décisions, l'affiliation, la capacité d'avoir des relations avec des personnes, les relations avec les autres espèces, le jeu, pour elle le jeu est aussi une capacité importante, et le contrôle politique et matériel de son environnement, ce qui suppose justement, par exemple, le droit de vote, etc. Alors, comment elle a choisi ces 10 capacités ? Est-ce que c'est juste Nussbaum qui trouve que ce sont les 10 bonnes capacités ? Pas exactement. Nussbaum pour elle, ces capacités, ce sont celles qui sont constitutives d'une vie digne d'un être humain. Donc elle fait appel à la notion de dignité qui a déjà été évoquée par Agnès Michelot.
Et donc, elle fait une sorte, je dirais, d'analyse de cette idée de vie digne d'un être humain, et elle en déduit que cette vie devrait être constituée de toutes les activités, de tous les états qui sont repris dans la liste. Elle a également discuté avec des personnes venant d'autres cultures pour voir si ça correspond. Et ça a par exemple eu comme implication qu'au lieu de l'autonomie, elle a choisi la raison pratique parce qu'elle avait l'impression que l'autonomie n'était pas aussi valorisée dans d'autres cultures que la culture occidentale dont elle vient. Bon, on peut en discuter, mais en tout cas, c'est ce qu'elle a fait. Alors maintenant, voyons voir ce que l'approche des capabilités impliquerait pour la justice intergénérationnelle. L'approche des capabilités nous dit qu'il faut garantir ces 10 capabilités de manière suffisante, chacune des 10 capabilités, pour tous les individus, et ceux y compris pour les générations futures, y compris pour ceux qui seront nés très loin dans le futur. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on doit faire exactement? C'est là que les choses se compliquent un peu. Si vous prenez par exemple une capacité comme l'intégrité du corps, d'un côté, ça veut dire qu'il faut être capable de se déplacer librement d'un endroit à l'autre, d'être à l'abri d'agressions violentes et d'avoir des choix en matière de reproduction. C'est ça l'intégrité du corps pour Martha Nussbaum. Pouvoir se déplacer librement, être à l'abri d'agressions et avoir des choix en matière de reproduction. Pouvoir choisir de ne pas avoir des enfants, ou pouvoir choisir d'avoir des enfants, et pouvoir choisir le nombre d'enfants que l'on souhaite avoir. Puis il y a une autre capacité qui est autre espèce, qui suppose la capacité de vivre en relation avec les animaux, les plantes et le monde naturel. Et pour Nussbaum, il faut garantir ces 2 capacité. On n'a pas le droit de sacrifier une capacité pour l'autre. Maintenant, le problème, c'est que si on y réfléchit un petit peu, c'est pas sûr que ces 2 capacités soient si faciles à concilier que cela. Pouvoir se déplacer librement, ça veut dire pouvoir prendre l'avion assez facilement, on peut supposer. Donc, ça veut dire pouvoir... or, justement, les vols en avion émettent beaucoup de gaz à effet de serre. C'est un facteur de changement climatique, c'est un facteur d'altération des écosystèmes, et donc un facteur de disparition de certaines espèces. Donc, il y a peut-être un conflit avec la capacité autre espèce. De même manière, pour toucher très rapidement une question extrêmement sensible, les choix en matière de reproduction, ça veut dire pouvoir avoir autant d'enfants que l'on veut. La question est de savoir, est-ce que la croissance de la population humaine est tenable au vu de la capacité des écosystèmes? Donc ici, est-ce qu'il n'y a pas aussi un conflit possible entre les choix en matière de reproduction et la capacité autre espèce? Alors, ça ne veut pas dire que l'approche des capacités, j'ai envie de dire, est fichue, entre guillemets, mais ça veut dire qu'il va falloir que les personnes qui pensent que cette approche est prometteuse spécifie davantage le niveau exact de capacité qui devrait être garanti. Pouvoir se déplacer librement, est-ce que ça veut juste pouvoir dire, pour quelqu'un qui habite à Bruxelles, pouvoir prendre le train pour passer un week-end en Ardennes, ou est-ce que ça veut dire pouvoir passer tous les étés des vacances en Australie? Les choix en matière de reproduction, qu'est-ce que cela veut dire exactement? Il y a aussi les questions d'accès, par exemple, au FIV, etc., à la FIV et tout ça, mais c'est bon, c'est des questions de bioéthique, ça n'est pas l'objet ici. Alors, troisième approche de la question de la question de savoir comment on évalue ce que l'on doit aux générations futures. Ici, c'est une conception qui précisément propose de laisser un peu de côté la notion de bien-être, contrairement aux 2 approches que je vous ai présentées auparavant. La troisième conception, qui est celle qui a été développée par le philosophe américain John Rawls, et qu'on peut caractériser de libérale et d'égalitariste, c'est une conception qui va s'intéresser plutôt aux moyens de mener différentes conceptions, différents plans de vie ou différentes conceptions de la vie bonne raisonnables. Raisonnables, ça veut dire qu'ils ne sont pas trop dispendieuses. Et donc, ce que Rawls a fait, pour réfléchir à cette question, il a repris je dirais une expérience de pensée classique en philosophie politique, qui est l'expérience de pensée des théories du contrat social. Il s'est dit, cette idée de théorie du contrat social, c'est intéressant. Dans les théories du contrat social, on a un état de nature, et les personnes qui est un état hypothétique, c'est une fiction qui aide à réfléchir à des questions philosophiques. Et dans cet état de nature, les personnes
essaye de se mettre d'accord sur les règles qui devraient régir la société dans laquelle elle devrait rentrer. Et les règles qui sont jugées légitimes, ce sont les règles que des personnes à l'état de nature accepteraient pour entrer en société. Donc si je préfère rester à l'état de nature plutôt que d'entrer dans une société régie par certaines règles, c'est que ces règles ne sont pas légitimes. Il faut donc que je réfléchisse à d'autres règles. Et Rawls a fait la même chose. Alors il a supprimé l'idée d'état de nature qui pouvait prêter à confusion. On peut croire des fois que c'est un peu la préhistoire ou quoi que ce soit, alors que ça n'est pas ça. Et il a remplacé cela par l'idée de position originelle, qui est plus abstraite. Et donc pour Rawls, les principes qui devraient régir une société juste, ce sont les principes qui seraient élaborés dans ce qu'il appelle la position originelle. Dans cette position originelle, il y aurait des personnes qui représentent les intérêts des êtres humains réels, et afin qu'elles représentent ces intérêts en toute impartialité, on suppose qu'elles réfléchissent derrière ce que Rawls appelait un voile d'ignorance. Le voile d'ignorance, c'est quelque chose qui dissimule les caractéristiques particulières des individus, par exemple leur classe sociale, leur niveau de revenu, leur couleur de peau, leur sexe, leur âge, est-ce que ce sont des génies des mathématiques ou au contraire est-ce qu'elles ont des déficiences intellectuelles, etc. Donc toutes les caractéristiques qui pourraient me biaiser dans le choix de principes et de lois justes sont dissimulées par le voile d'ignorance, ce qui garantit l'impartialité. Et alors, qu'est-ce que ça implique pour la justice intergénérationnelle? Alors, c'est une question sur laquelle Rawls a un peu changé d'avis. Il a eu quelques problèmes. Comment réfléchir à la justice intergénérationnelle derrière le voile d'ignorance? D'abord, il a imaginé, donc dans son premier livre de 1971, que les partenaires de la position originelle seraient il disait des chefs de lignée, donc des personnes qui seraient un peu comme des bons pères ou des bonnes mères de famille et qui se préoccuperaient des intérêts de leurs descendants immédiats. Et donc, pour cette raison-là, il ferait attention à ce que les principes de justice qu'il choisit ne soient pas complètement au détriment des générations futures. C'est une proposition qui a posé une série de problèmes. Je ne vais pas les développer, mais je peux y revenir pendant les échanges si cela vous intéresse. Toujours est-il qu'il a changé ensuite d'avis et en 2001, il écrit « Non, finalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va imaginer que les personnes qui sont derrière le voile d'ignorance savent qu'elles appartiennent toutes à la même génération, mais elles ne savent pas à quelle génération elles appartiennent. Donc, quand on réfléchit derrière le voile d'ignorance, d'après Rawls, on ne sait pas si je suis la génération de 1850, de 1950, de 2050, de 2150, etc. Donc, je devrais réfléchir aux questions comme l'État-providence, la préservation des écosystèmes, le nucléaire, en me disant, si ça se trouve, je serai la génération de 2500. Ou si ça se trouve, je serai la génération de 1850. Donc, c'est cela qu'il propose. Et alors, Rawls ne fait pas que dire comment on devrait réfléchir au principe de justice, il propose aussi une hypothèse quant à la conclusion de ces discussions, quant au principe qui serait effectivement choisi derrière le voile d'ignorance. Et l'hypothèse qu'il propose, c'est que donc, il y aurait différents principes de justice qui seraient choisis, et notamment un principe de justice intergénérationnelle. Et ce principe, l'idée clé de ce principe, c'est qu'il faut, à chaque génération, préserver ce qui est suffisant pour préserver des institutions justes. Donc, c'est une approche qui est vraiment focalisée sur les institutions politiques. Ce qu'il faut, c'est préserver le capital matériel, le capital humain, les institutions, les habitus peut-être, qui sont nécessaires à la préservation des institutions justes. Donc, vous voyez ici, ce n'est plus le bien-être qui est le centre d'intérêt, ce sont les institutions justes qui elles-mêmes fournissent aux individus les moyens de poursuivre un ensemble jugé raisonnable de plans de vie. Alors, ensuite, Rawls spécifie que les principes de justice intergénérationnelle auraient des implications différentes selon le niveau de développement économique des sociétés. Donc, si on est dans une société
qui n'a pas encore le capital matériel requis pour préserver des institutions justes. Une société, par exemple, extrêmement pauvre en ressources, où il y a une longue histoire de corruption qui fait qu'il faut changer les habitudes pour pouvoir préserver les institutions justes. Là, Rawls dit qu'il y a une obligation d'accumuler les ressources matérielles, mais aussi les investissements en éducation, etc., pour atteindre le capital matériel, le capital humain, le niveau de civilisation, entre guillemets, requis pour préserver des institutions justes. Peut-être que ce qu'on appelle les pays en voie de développement rentrent dans ce cadre-là. Ici, il y aurait une obligation d'accumuler les ressources pour atteindre des institutions justes. Ensuite, une fois qu'on a assez de ressources pour maintenir les institutions justes, et je crois que c'est probablement le cas de la plupart des pays européens, je pense que c'est le cas de la France, ça peut se discuter, mais je crois que c'est le cas, on se trouve dans ce que Rawls appelait la phase de croisière, où la société est assez riche pour maintenir de telles institutions. Et l'épargne et l'investissement pour les générations futures deviennent facultatifs. On peut continuer à accumuler pour les générations futures, mais on n'est plus obligé. Et c'est assez, quand on y réfléchit, c'est assez radical. Ça veut par exemple dire que la croissance économique, on n'a peut-être plus besoin de continuer à viser cet objectif. Et Rawls a des écrits qui sont assez critiques précisément de la croissance économique. Il dit « les sociétés n'ont pas besoin d'accumuler de la richesse, ça n'a aucun sens. Ce que les êtres humains ont besoin, c'est d'avoir un travail qui a du sens, etc. Mais on n'a pas besoin de continuer à poursuivre les richesses matérielles de manière indéfinie. » Vous avez une approche a priori qui peut avoir l'air modeste, on focalise juste sur les institutions et tout, mais avec des implications assez radicales. Alors, que doit épargner une société juste ? Eh bien, ce principe de juste épargne détermine, je dirais, la taille du panier que chaque génération devrait transmettre à la suivante. Quant au contenu, Rawls a mentionné 5 types de capitaux à transmettre aux générations futures. Les gains de la culture et de la civilisation, les institutions justes, le capital matériel, le capital réel, donc les investissements nets dans les moyens de production, les investissements nets dans l'éducation et l'apprentissage, et plus tard, il a aussi mentionné les écosystèmes. Et aujourd'hui, on sait, Agnès Michelot a par exemple mentionné l'impact de la détérioration des écosystèmes sur, en tout cas, une des conséquences, c'est les conflits et les guerres. Et ça, évidemment, les conflits et les guerres, ça n'est pas très, très bon pour les institutions justes. Donc, la préservation des écosystèmes est aussi requise, mais seulement dans la mesure où cela permet de préserver les institutions justes. Au-delà, ce n'est plus obligatoire, c'est surérogatoire. Si on veut, on peut le faire, mais Rawls dirait c'est plus une question de justice, c'est une question de choix d'une collectivité, un choix un peu culturel en quelque sorte. Alors, cette approche-là, je vais quand même présenter quelque chose qui reste à faire si on veut développer cette approche de justice intergénérationnelle, c'est la question de la substituabilité. Est-ce que j'ai... Combien de temps j'ai encore ? Je peux arrêter là aussi, hein, si jamais vous ne laissez pas faire une discussion. Encore 10 minutes, ça va. Donc, une des questions qui se pose, c'est d'accord, on a dans ce panier qu'on doit laisser aux générations futures, il y a les gains de la culture et de la civilisation, les institutions justes, le capital réel, l'éducation, les écosystèmes, mais quelle doit être la part respective ? C'est-à-dire, quand on doit choisir entre le développement économique et les écosystèmes, on choisit sur la base de quels critères ? Et Rawls va juste dire ce qui est nécessaire aux institutions justes. Mais peut-être qu'il existe plusieurs manières. On pourrait peut-être investir davantage dans des technologies qui vont remplacer les services des écosystèmes, ou bien au contraire, miser moins dans la technologie et davantage dans la préservation environnementale. Et là, Rawls ne nous dit rien. Donc il nous dit tout ce qu'il faut, c'est maintenir les institutions justes. Donc il nous reste peut-être aussi, il y a peut-être aussi une réflexion éthique à avoir sur ce type de choix-là. Alors, je reviendrai peut-être sur la question de la soutenabilité faible versus forte dans les questions. Je voudrais juste parler d'une dernière question qui est le conflit possible entre justice entre générations et justice entre contemporains. Est-ce que, je veux dire, il y a souvent la pensée qu'on n'en fait pas assez pour les générations futures, mais d'autres pourraient se dire peut-être qu'on en fait trop pour les générations futures et pas assez pour les plus démunis d'aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas un conflit entre les deux ? Alors, il est certain que si on avait une politique d'éradication de la pauvreté qui consommerait toutes les ressources actuellement disponibles pour accroître la richesse de la société en espérant des retombées positives sur les plus pauvres,
Nous avons là un modèle qui est peut-être bien pour les plus démunis d'aujourd'hui, mais qui est probablement problématique pour les générations futures. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un conflit ? À mon avis, ça n'est pas un conflit, ce n'est pas un problème philosophique, je pense. Autrement dit, sur le plan théorique, sur le plan philosophique, quand je suis dans mon bureau et que j'essaye d'imaginer, quand quelqu'un comme Rawls ou qui que ce soit essaye d'imaginer une théorie de la justice qui concilie obligations vis-à-vis des contemporains et obligations vis-à-vis des générations futures, c'est faisable. Vous avez la théorie de Rawls comme exemple. De la même manière, j'ai parlé du rapport Brundtland. Le rapport Brundtland a une conception de la justice intergénérationnelle qu'il appelle développement durable, où on satisfait les besoins du présent et ceux du futur. Sur le papier, on peut l'écrire, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que quand la génération actuelle consomme plus que la juste part qui est écrite dans la théorie, eh bien, les ressources diminuent, et ça diminue au détriment des générations futures qui n'ont pas le pouvoir de s'y opposer. Autrement dit, j'ai envie de dire, ce qui est souvent présenté comme un conflit entre justice entre contemporains et justice entre générations n'est pas un conflit entre ces deux justices. Le problème, c'est qu'on ne réalise que la justice entre contemporains et pas la justice à l'égard des générations futures. Autrement dit, c'est pas un problème de théorie, c'est un problème de motivation, si vous voulez. Autrement dit, quand on ne veut pas que l'aide aux plus démunis implique le sacrifice du confort des mieux lotis, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va grignoter dans le capital destiné aux descendants. Alors, il y a des personnes alors, bien entendu, tout ça, et là, j'apporte une complexité supplémentaire sans donner de réponse, et je vais terminer là-dessus, tout dépend aussi de la nature, de la manière dont se comportent les ressources que l'on va partager entre les différentes générations. Si on prend une ressource comme le pétrole, là, c'est assez simple. Il y a une quantité finie de pétrole, et quand il n'y aura plus de pétrole, eh bien, il n'y aura plus de pétrole. Donc là, le partage entre les différentes générations, ça pose des problèmes de mise en œuvre, mais au niveau de la réflexion, ça ne pose pas de problème. Mais quand on pense à l'éducation, un bien comme l'éducation, est-ce que c'est une ressource rare, l'éducation ? Dans un certain sens, oui, dans la mesure où ça demande des investissements de ressources qui elles-mêmes sont rares, de ressources matérielles, de temps, de travail, le temps de travail des enseignants. Mais dans un autre sens, il y a aussi quelque chose de cumulatif avec l'éducation. Donc, certains vont dire, si on commence à s'intéresser à des ressources comme l'éducation, peut-être que le conflit entre justice entre contemporains, ou les intérêts des contemporains et la justice intergénérationnelle n'est pas si sérieux que cela. Et alors, quand on s'intéresse à la capacité des écosystèmes, là, il y a une complication supplémentaire, c'est qu'il y a beaucoup d'incertitudes quant à savoir comment ils vont répondre à l'action humaine. Et je crois aussi, pour conclure, qu'une des faiblesses aujourd'hui des théories de la justice intergénérationnelle, c'est qu'elles ont du mal à intégrer cette incertitude dans leur modèle. C'est peut-être pas seulement des théories philosophiques d'ailleurs, mais en tout cas, c'est une faiblesse des théories philosophiques. Voilà, je vous remercie.